Je l'ai vue au fond de la salle, assise là, comme une pièce rapportée, une table signalée du doigt par une pancarte rose. Je savais déjà que ce serait ça, et c'était juste le début. Je commençais à penser quand tout avait vraiment commencé. Je poussai la porte de la salle et mon regard se planta dans cette réalité. Nappe blanche, impeccable, vaisselle garnie, verre poli qui captait la lumière des lustres, murmures feutrés mêlés au tintement des coupes. Je tenais en main une carte de place. On y lisait mon nom, maladroitement écrit, accompagné du numéro de table, 12. Sitôt les mots lus, une lente montée de sueur parcourut ma colonne vertébrale. Je compris. Pas une erreur, pas une omission, une décision assumée. Table 12, s'il vous plaît, murmurai-je à l'attention d'un serveur. Il posa la carte, recula, détourna le regard. Ce regard était ce que j'avais appris à craindre. Indifférent, blasé, presque agacé. Comme si j'étais un objet désuet qu'on rechigne à inclure. Je me faufilais entre les convives, portant des flots de discussions sur les alliances, les costumes sur mesure, les alliances brillantes. J'habitais une parenthèse, une ombre admise dans le cadre, mais jamais regardée. On m'offrit un souriant. « Félicitations, ma chère », de la part d'un cousin éloigné, dont je n'avais jamais entendu le prénom. Derrière lui, chez la table importante, se trouvait mon père. Il riait. Sa joie illuminait tout autour. Tout, sauf moi. Je m'assis. La nappe blanche semblait maintenant une toile glacée entre nous, une frontière. À travers elle, j'entendis ma voix interne murmurer « Il ne t'a jamais vu. Il ne t'a jamais vu. » Il occupait cet espace social en me niant par omission. Sa fierté s'érigeait sans moi. Je levai les yeux vers la porte, comme si sortir me promettait un sursis. Mais je restais figée, retenue par une gravité invisible. Loyauté, regret, désir de reconnaissance. Juste une seconde de plus. Pourtant, déjà, j'expérimentais le vertige de l'absence d'appartenance. Mon regard glissa vers le buffet. Une porte de secours m'aurait semblé une délivrance. Je pris une gorgée d'eau plate, puis un autre verre. J'avais besoin de sentir quelque chose. Mais tout me sembla glaçant. Ma gorge était une pierre. Ma main, une étrangère à la table. Mon siège, un trône vide. Et puis, une image passée surgit, comme un éclair dans ma mémoire. Mon père derrière un bureau, maîtrisant chaque détail du monde, sauf les miens. Il rappelait toujours mon frère, mon succès, au moindre signe d'attention. Moi, j'étais silencieuse, sage, sauf dans mes rêves, sauf dans ma vie réelle. Je me souvins d'une conversation d'il y a des années, dans ce salon aux rideaux dorés. « Pourquoi tu étudies les arts, ma chérie ?» Sa voix était basse, presque accablée. « Parce que je ne peux pas faire autrement, » avais-je répondu, le cœur serré. « Tu aurais pu devenir ingénieur. On t'aimera plus, tu sais. » Je sentis l'éclat d'une justice cruelle frapper mon âme. C'était la première fois que j'avais entendu « on t'aimerait plus ». Comme si mon être ne suffisait pas. De retour à la table, je vis un coussin doré, une serviette pliée en éventail, un rire éclaté. Je compris. Chaque détail de cette cérémonie était une affirmation, mais pas pour moi. Chaque couronne de fleurs, chaque toast, chaque regard complice excluait mon existence. Je choisis alors, mais pas encore consciemment, de partir. Je me levai, lentement, sans bruit. Mon corps était un délégué à la logique. « Tu n'es pas tenu de continuer à être invisible, » disait-il. Je mis un pied, puis l'autre, hors du cercle doré. Sur le seuil, je me retournai une dernière fois, poupée figée sur la tranche d'un univers qui n'était pas le mien.
Je ne la vis pas me chercher du regard. Je ne la vis pas me rater. Il n'y avait que la musique, les rires, les flashs et ce vide dont j'étais devenue experte. Alors, je n'attendis pas que l'on me voie me sauver. Je sauvai ce qu'il me restait. Ma dignité, mon nom, mon ailleurs. Je quittai la salle. Je marchais dans les rues de Lyon, sans regarder où j'allais, comme si mes jambes seules décidaient. Les pavés mouillés reflétaient les réverbères. Chaque reflet était une gifle. Je n'étais pas invitée. J'étais tolérée. Et même pas assez pour rester jusqu'au dessert. Je m'étais arrêtée devant une vitrine fermée, mon reflet perdu au milieu des mannequins figés. Je m'étais demandé, et s'il avait eu une autre fille, une qui lui ressemblait davantage, aurait-il su l'aimer comme il fallait? Ou était-ce moi qui n'avais jamais su devenir ce qu'il attendait? Mon téléphone vibra. Un message de mon frère. Papa demande où tu es. Je le fixai sans répondre. Et puis, j'éteignis l'écran. Cette question, il l'avait posée trop tard. Il ne me regardait jamais quand j'étais là. Mais maintenant, il s'inquiétait de mon absence. La logique me parut si cynique que j'en eus un haut le cœur. Je me posai sur un banc, dos au Rhône, les lumières du pont derrière moi. Je rouvris mentalement le livre de notre histoire, essayant de trouver la page où il avait commencé à me tourner le dos. Peut-être cette fois où je lui avais dit que je travaillais dans un centre médical pour personnes âgées. « Tu changes des couches pour vivre ?» avait-il lancé, pince sans rire. Il n'y avait rien derrière cette phrase. Pas d'humour, pas de gêne. Juste la véracité brute d'un mépris bien ancré. J'étais restée droite, comme toujours. Il avait cette capacité à écraser sans hausser le ton. Je me souvenais aussi du dîner de famille chez ma tante. Mon frère parlait de ses investissements, de ses voyages en Asie, de ses projets immobiliers. Moi, j'avais apporté un gâteau fait maison. Il ne l'avait même pas goûté. « Tu devrais apprendre de ton frère », m'avait-il soufflé à l'oreille en quittant la table. Et chaque fois, je me répétais que peut-être, la prochaine, ce serait différent. Peut-être verrait-il ce que je faisais, comprendrait, apprécierait. Et chaque fois, je repartais plus légère d'illusions. Le vent s'était levé, il faisait frais. Une femme promenait son chien, elle m'adressa un sourire discret. Je crus un instant qu'elle allait me dire quelque chose, mais elle continua. Invisible encore une fois. Je sortis mon téléphone et ouvris la galerie. Des photos de patients, de mains que je tenais, de cartes dessinées par des résidents. Eux ne me demandaient jamais si mon travail avait du prestige. Eux voyaient que j'étais là, que je restais quand les autres partaient. Je repensais au regard de mon père ce soir. Il ne s'était même pas arrêté sur moi. Il m'avait vu, sans me voir. Ou plutôt, il avait vu ce qu'il refusait d'accepter. Je voulais croire que c'était lui qui ne comprenait pas. Mais au fond, je commençais à me demander si ce n'était pas moi qui m'étais menti, si je n'avais pas entretenu un fantasme, celui d'un jour où il se lèverait, viendrait vers moi et dirait « Je suis fière de toi ». Mais il n'y avait jamais eu ce jour. Et plus je le cherchais, plus je m'en éloignais. Le message de mon frère clignota encore. Puis un second. « Tu pourrais au moins rester pour le gâteau ?» Le gâteau. Le symbole parfait. Celui que j'apportais et que personne ne goûtait. Je me levais. Je décidais de rentrer. Pas chez eux, chez moi. Dans mon petit appartement, où mes plantes m'attendaient, où les photos sur les murs étaient les miennes, où chaque centimètre respirait ma présence. Je passais devant une vitrine éclairée. Cette fois, je me vis clairement. Mon visage, mes cernes, mon corps droit malgré la fatigue. J'étais là, entière. Je mis mes écouteurs. Une chanson douce.
Et pour la première fois depuis longtemps, je marchais sans me demander si quelqu'un m'observait. 3 jours plus tard, j'étais assise dans un café discret, pas loin de l'hôpital où je faisais mes gardes. La tasse entre mes mains tremblait à peine. Non pas de froid, de lucidité. Je commençais à assembler les pièces. Non pas de notre histoire, mais de ma propre cécité. Je fis défiler les messages de mon frère. Tous polis, tous vides. Des demandes déguisées en préoccupation. Papa voudrait te parler. Il dit que tu l'as blessé. Tu pourrais passer le voir, il ne se sent pas très bien. C'était toujours la même structure. Culpabilité sur fond de silence. Personne ne me demandait ce que moi je ressentais. Ce que cette distance avait construit, détruit, broyé. Je répondis simplement. Je suis en service continu. Pas possible cette semaine. Mensonge. J'étais de repos. Mais je n'avais plus envie de justifier mon absence. Mon absence valait autant que toutes ces présences vides. Une silhouette s'arrêta devant moi. Mon collègue Karim en pause. Il me salua, hésita, puis s'assit. « T'as l'air ailleurs. Quelque chose va pas ?» Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai parlé. Peut-être parce qu'il n'avait jamais connu mon père. Peut-être parce que son regard ne cherchait rien, n'attendait rien. Je lui ai raconté la salle, la table 12, les regards fuyants. Et tu pensais qu'il allait changer ? Je haussai les épaules. J'espérais. Oui. Il rit doucement, sans moquerie. Tu mérites pas une chaise dans un coin. Tu mérites ta propre table. Sa phrase me frappa. Je la notai dans ma tête comme un éclat de vérité nue. Ma propre table. Pas celle où l'on me tolère. Pas celle où je dois quémander ma place. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je posais devant moi tous les objets qui me rattachaient encore à lui. Photos, lettres, petits cadeaux d'anniversaires impersonnels. Une cravate oubliée dans mon placard, offerte pour l'élégance quand j'avais 19 ans. Comme si j'étais un reflet raté de son fils préféré. Je pris une grande boîte et j'y mis tout. Non pas pour le jeter, pas encore, mais pour le voir rassemblé, pour en mesurer le poids exact. Rien n'avait de valeur sentimentale. Rien ne parlait de moi. Tout racontait ce qu'il voulait que je sois. Puis j'ouvris mon carnet. Ce vieux cahier où j'écrivais parfois entre 2 tours de garde. Et j'ai noté, il ne me connaît pas. Il n'a jamais essayé. Et moi, j'ai cessé de me connaître pour lui ressembler. Je restais là, en silence, longtemps. Puis je pris une décision. Une petite. Un test. Le lendemain, j'appelai son ancienne secrétaire. Elle m'aimait bien. Une femme vive, qui savait tout, mais disait peu. Elle décrocha, surprise. « Oh, c'est toi ? Ça fait longtemps. » Je pris un ton léger. « Dis-moi, il est vraiment malade ou c'est juste du théâtre ?» Un blanc. Puis sa voix, un peu plus basse. « Il est fatigué. Le cœur. Il ne l'avouera jamais, mais oui, c'est sérieux. » J'eus une étrange sensation. Pas de panique, pas de pitié, un calme dur. « Et il veut me voir ? Vraiment ?» Elle soupira. « Il dit que oui, mais il n'a pas prononcé ton prénom. Il a dit « l'autre ». Je raccrochai. Ce fut le déclic. Je n'étais même pas un prénom. J'étais un concept flou. Une absence qu'il voulait combler sans la nommer. Je me levai, calmement. Je me regardais dans le miroir de mon couloir. Et je répétais à voix haute, pour moi seule. Je suis plus qu'un reflet. Ce fut le premier moment où je me crus. Vraiment. Il a fallu un événement banal pour que tout s'effondre. Une invitation. Une simple carte déposée dans ma boîte aux lettres, avec son écriture raide comme gravée à la règle. Déjeuner familial ce dimanche. Ta présence est importante. Papa. Aucune excuse.
Aucun mot sur le silence de ces dernières semaines. Juste un ordre déguisé. Un test, sûrement, pour voir si je répondais toujours au doigt. J'y suis allée. J'aurais dû m'en douter. Mais j'y suis allée. Le jardin était impeccable. Pelouse taillée, nappe blanche, vaisselle en porcelaine, un traiteur en uniforme noir et blanc. Mon frère m'a accueilli avec un sourire figé. Contente que tu sois venue. Papa aussi. Je n'ai pas répondu. Je suis allée me servir un verre d'eau, puis j'ai pris une chaise. Pas trop près, pas trop loin. Personne n'a semblé me remarquer. Puis mon père est sorti. Lentement. Les épaules plus basses qu'avant, mais l'air encore arrogant, comme s'il refusait de vieillir. Il m'a à peine regardé. Tu es venu. Bien. Je crois que j'ai hoché la tête. J'avais préparé des phrases dans ma tête, mais aucune n'est sortie. Pendant le repas, il a parlé à tout le monde, sauf à moi. À mon frère, à la nouvelle compagne de celui-ci, à 2 invités que je ne connaissais pas. Je n'étais pas là. Encore. Puis il a lancé, en coupant sa viande, l'important dans la vie, c'est de choisir un chemin qui vaut la peine. Construire. Investir. Ne pas gaspiller. Et tout le monde a acquiescé. Sauf moi. Je me suis figée. Mon cœur s'est mis à battre dans mes tempes. Ce n'était même plus de la colère. C'était une clarté brutale. Il parlait de moi, devant moi, comme d'une erreur. Alors j'ai reposé ma fourchette, lentement, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu crois que ce que je fais, c'est gaspiller? Silence autour de la table. Même les couteaux se sont arrêtés. Il a souri. Ce sourire froid que je connaissais trop bien. Je dis juste que tu aurais pu viser plus haut. Tu es intelligente. Dommage de te contenter. Mon frère a levé les mains, comme pour désamorcer. Allez, papa, c'est pas le moment de... Mais c'était trop tard. Je m'étais levée. La nappe a glissé un peu. Le verre a vacillé. Tu ne sais rien de ce que je fais. Rien. Tu n'es jamais venu. Tu n'as jamais demandé. Il a haussé les épaules. Parce que je n'ai rien à voir dans ça, c'est ton choix. J'ai mes propres préoccupations. Et là, j'ai senti une chaleur monter en moi. Pas la honte. La cassure. Le dernier clou dans une boîte déjà bien fermée. Oui, t'as rien à voir. Et pourtant, tu veux que je sois là quand tu fatigues. Que je sois loyale. Présente. Mais t'as jamais été là pour moi. Tu m'as jamais vue. T'as juste supporté que j'existe. Il n'a pas répondu. Il a tourné la tête. Comme s'il attendait que ça passe. Je suis partie. Je suis sortie du jardin, mes pas lourds sur les dalles blanches. Personne ne m'a retenue. Dans la rue, j'ai marché sans savoir où aller. Mes mains tremblaient, mes jambes aussi. Mon ventre était creux, plein d'un vide épais. Je suis rentrée chez moi. J'ai vomi dans l'évier. Pas à cause de la nourriture, à cause de la nausée. De tout ce que j'avais contenu trop longtemps. Puis j'ai cassé un verre. Volontairement, juste pour entendre le bruit. Pour voir quelque chose se briser hors de moi. Je me suis assise au sol. Le carrelage froid. Le silence lourd. J'ai posé mes mains sur mes genoux. Et j'ai pleuré. Pas comme une enfant. Pas de tristesse, de rage, de solitude. Comme une délivrance inachevée. Et au fond de moi, une petite voix murmurait « C'est fini. Il ne te verra jamais. » Et c'était vrai. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs jours. Plus de messages, plus d'appels. Juste mon quotidien au centre, les couloirs désinfectés, les horaires affichés au feutre rouge, les noms des patients sur les portes. Mais quelque chose en moi avait basculé. Ce n'était plus de la blessure. C'était une reconfiguration. Une bascule lente
irrévocable. Je soignais une résidente ce matin-là, Madame Girard, ancienne professeure de lettres. Elle m'avait attrapé doucement par le poignet, comme une enfant qui veut un secret. « Vous avez une lumière dans les mains, vous savez ? Ne la donnez qu'à ceux qui la méritent. » Ces mots m'ont transpercé. Ils n'avaient rien à voir avec lui. Et en même temps, tout. Elle ne savait rien de mon histoire. Mais elle m'avait vue. Elle m'avait senti. Ce jour-là, j'ai quitté l'hôpital plus tard que prévu. J'ai erré dans les rues, sans but précis, jusqu'à tomber sur une librairie que je ne connaissais pas. Je suis entrée, j'ai demandé un carnet. « Petit ou grand ?» a demandé la libraire. « Grand. Il me faut de la place. » Je suis rentrée. Je me suis installée à ma table et j'ai écrit, page après page. Pas sur lui, sur moi. Mes choix, mon travail, mes gestes. Ceux qu'on ne voit pas, mais qui maintiennent le monde debout. Des veilles de nuit, des mains serrées, des paroles douces au bord de la mort. Et au milieu de ce flot, j'ai compris. Il ne s'agissait plus de prouver, ni à lui, ni à personne. Il s'agissait de documenter ce que je valais, pour moi, de ne plus chercher un miroir, de construire ma propre image. 3 jours plus tard, un appel inattendu. « Mademoiselle Landry ? Je suis infirmier au centre Jean Moulin. Votre père a été admis ce matin. Problème cardiaque. Il a donné votre nom comme contact d'urgence. » Je suis restée figée. « Il est seul ? Votre frère est à l'étranger. Il a laissé votre numéro. Il aimerait vous voir. » Je n'ai rien répondu. Le silence s'est étiré. Puis j'ai simplement dit « Je ne peux pas venir aujourd'hui. » Et j'ai raccroché. Ce soir-là, je suis descendue jeter les poubelles. Une voisine, Jeanne, était là. On ne s'était jamais vraiment parlé. Elle a remarqué mon regard ailleurs. « Tout va bien ?» J'ai hésité, puis j'ai dit, presque malgré moi, « Mon père est à l'hôpital, il veut me voir. Mais moi, je sais pas. » Elle a souri tristement. « Les pères. Ils nous fabriquent des nœuds qu'on passe une vie à défaire. » Elle est montée sans attendre de réponse. Mais ces mots sont restés. Ce n'était plus une histoire de rancune. C'était un choix. Est-ce que je voulais redevenir l'ombre silencieuse, celle qui accourt quand on claque des doigts ? Ou est-ce que j'avais le droit de dire non, pas par vengeance, mais pour me sauver ? Cette nuit-là, j'ai relu mes pages. Je me suis revue, petite, fabriquant des potions avec des feuilles dans le jardin, rêvant de devenir herboriste. Puis, plus tard, à l'école, fascinée par les cours de biologie, le soin, le vivant. Tout me ramenait à ça. J'étais née pour prendre soin. Mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de moi-même. Le lendemain, j'ai appelé l'hôpital. J'ai demandé le médecin responsable. « Bonjour, je suis sa fille. Je veux juste être tenue informée de son état. Mais je ne viendrai pas. » « Très bien, nous comprenons. Pas de drame, pas de pression. Juste un cadre, une limite claire. » C'était la première fois que je posais une frontière. Et elle tenait. 2 semaines ont passé. Il ne m'a pas rappelé. Ni lui, ni mon frère. Rien. Juste un silence parfaitement aligné avec tout ce qu'il m'avait offert jusque-là. Mais cette fois, ce silence m'appartenait aussi. J'étais différente. Je n'attendais plus. Et pourtant, il y avait un résidu, une sorte de besoin de comprendre. Pas pour excuser, pas pour réparer. Juste pour regarder la vérité en face, sans le filtre de la loyauté. Alors j'ai décidé d'aller voir celle qui savait tout. Josiane, l'ancienne voisine, la confidente de ma mère autrefois. Une femme solide, à la voix râpeuse, aux mains tachées de nicotine.
Elle m'a accueilli avec un thé noir et un regard sans surprise. Je me doutais que tu viendrais un jour. J'ai hoché la tête. Je ne savais même pas par où commencer. Il était comment, avec moi, quand j'étais petite? Vraiment. Elle s'est allumée une cigarette, a soufflé lentement. Il te regardait comme un projet mal engagé. Il attendait que tu sois différente. Moins sensible. Moins libre. Elle a continué, lentement, posément. Les absences aux anniversaires, les critiques voilées, l'admiration sans borne pour ton frère. Et quand tu as choisi le médico-social, il a dit un truc que je n'ai jamais oublié. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle veut s'occuper des vieux, qu'elle commence par elle-même. Voilà ce qu'il a dit. Devant tout le monde. Je n'ai pas répondu. Je n'étais même pas surprise. Juste fatiguée de ne plus être choquée. Il ne t'a jamais comprise. Et il n'a jamais voulu faire l'effort. Mais tu sais quoi? T'es devenu quelqu'un de bien. Malgré lui. Peut-être même à cause de lui. Je suis rentrée chez moi sous une pluie fine, les mots de Josiane en boucle dans ma tête. Le lendemain, je suis allée au travail. Et au centre, un nouveau patient est arrivé. Monsieur Rollin, un ancien chef d'entreprise. Silencieux, dur, regard perçant. Et dès le premier jour, il m'a regardé comme mon père. Comme une subalterne, une nuisance polie. Vous êtes la dame des couches, c'est ça? Mais cette fois, j'ai souri. Je me suis penchée vers lui. Non, monsieur Rollin. Je suis celle qui va vous ramener à vous-même. Et parfois, oui, ça passe par une couche. Il m'a fixée, un peu désarçonnée. Et il s'est tu. Je n'étais plus la fille qui se justifie. J'étais celle qui sait ce qu'elle vaut. Ce soir-là, j'ai dîné avec Claire, une collègue. Elle m'a observé un long moment avant de dire « Tu dégages autre chose ces derniers temps. C'est comme un calme. » J'ai ri. Un rire vrai. C'est peut-être ça, l'après. Pas le pardon. Juste le calme. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était une photo. Un cliché flou de mon père, dans son lit d'hôpital. Les joues creuses. Les yeux fermés. Le visage sans armure. Pas de texte. Pas de signature. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai éteint le téléphone. Le lendemain, j'ai imprimé la photo. Je l'ai glissée dans mon carnet, entre deux pages pleines de mots. Pas comme un souvenir. Comme une preuve de ce qu'il est devenu et de ce que moi, je ne serai jamais. Je n'avais rien dit à personne, ni à Claire, ni à Karim, ni même à Josiane. Mais ce jeudi-là, je suis allée au centre Jean Moulin, pas pour le voir, pour observer. J'ai traversé le hall impersonnel, les fauteuils en sky UC, les distributeurs de snacks, les fleurs en plastique qui ne fanent jamais, et j'ai attendu, à distance, assez proche pour entendre les infirmiers parler de lui, assez loin pour ne pas être repéré. Monsieur Landry, toujours aussi exigeant, il refuse les compotes. Et il veut qu'on le tutoie pas. C'est son genre. Je crois qu'il a l'habitude qu'on s'incline. Je les ai écoutés sans intervenir. Mon père était devenu un patient comme un autre. Dépendant. Irrité. Dérouté par sa propre faiblesse. Il exigeait un respect qu'il n'avait jamais su offrir. Je suis restée 1 heure dans ce hall. Et j'ai compris. Il était désormais dans un monde où mon absence pesait. Et pour la première fois, j'étais en paix avec ce déséquilibre. En sortant, je suis tombée nez à nez avec mon frère. Costume ajusté, portable collé à l'oreille, lunettes de soleil inutiles sous les néons. Il m'a regardée avec une surprise réelle. « Toi ici? Tu viens enfin ?» Je n'ai pas répondu. Il a raccroché, visiblement gêné.
Puis il a ajouté, plus bas, « Il va pas bien. Il demande rien, mais il t'attend. » Je l'ai regardé. Non, il attend une version de moi qui n'existe pas. Moi, il ne m'a jamais attendu. Il a soufflé bruyamment. Tu dramatises tout, comme d'hab. Papa est malade. Il mérite qu'on soit là. Toi, t'as toujours été là. T'as eu sa lumière. Moi, j'ai grandi dans son ombre. Alors aujourd'hui, c'est ton tour de rester? Pas le mien. Il a levé les mains. Tu veux qu'on s'excuse pourquoi? D'avoir réussi? D'avoir fait les bons choix? Je veux rien. Juste qu'on arrête de faire semblant. Je suis partie sans me retourner. Il ne m'a pas suivi. Le samedi suivant, une collègue m'a invitée à une fête. Un pot de départ pour une aide-soignante qui partait à la retraite. Je n'avais pas prévu d'y aller. Et pourtant, à la dernière minute, j'ai enfilé une robe simple, mis un peu de rouge à lèvres, et j'y suis allée. La salle était petite, pleine de rires, de musique trop forte, de guirlandes faites maison. Et moi, au milieu, avec mes bras encore tendus, mon corps encore raide. Mais petit à petit, quelque chose s'est desserré. Claire m'a tendu un verre. « T'es bien ici. T'as ta place. » Et c'était vrai. Ces gens ne connaissaient pas mon passé, ne m'évaluaient pas. Ils m'avaient vue chaque jour, debout, fatiguée, engagée. Et ça suffisait. On a dansé. J'ai ri. Un rire maladroit, presque neuf. Puis j'ai vu un groupe de jeunes stagiaires m'observer, et l'un d'eux m'a dit « On dit que t'es la meilleure ici, que même les patients les plus durs t'écoutent. » Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai simplement dit « Je suis là depuis longtemps. Je crois que c'est tout. » Mais à l'intérieur, je sentais autre chose. J'étais devenue cette femme, celle qu'on écoute, celle qu'on respecte sans devoir hurler, celle qui n'a plus besoin de l'approbation d'un homme qui ne l'avait jamais vue. Vers la fin de la soirée, j'ai reçu un dernier message de l'hôpital. Monsieur Landry refuse de voir qui que ce soit. Il reste silencieux. Nous faisons le nécessaire. Et j'ai su que c'était la fin. Pas une fin tragique. Pas une fin arrachée. Une fin juste. Méritée. Je suis revenue tard ce soir-là. Le couloir de mon immeuble sentait la lessive tiède, le calme, l'après. Je me suis arrêtée devant ma porte, clé en main. Et j'ai su. Je ne pleurerai pas. Je n'attendrai plus. Je suis entrée. J'ai allumé la lumière. Le silence m'a accueillie comme une vieille amie. Pas pesant, pas vide. Juste là. Je me suis assise à ma table. J'ai sorti le carnet. J'ai ajouté une dernière ligne, sous la photo imprimée. Il n'a pas su m'aimer. Et pourtant, j'ai aimé. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Puis j'ai fermé le carnet. Le lendemain, un message bref. Monsieur Landry est décédé cette nuit. Nous transmettons nos condoléances à la famille. Je n'ai pas répondu. Pas par haine, pas par vengeance. Simplement parce que je n'avais plus rien à dire. J'ai continué ma journée. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai souri à mes patients. J'ai écouté une vieille dame raconter pour la 100e fois l'histoire de son mariage. Et ce soir-là, en rentrant, je me suis arrêtée devant la glace de mon entrée. Je me suis regardée longtemps, puis j'ai soufflé doucement. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti d'autre que moi.